Bonjour tout le monde, bienvenue à cet atelier discussion qui est réalisé aujourd'hui en l'honneur de la journée mondiale sans voiture. Donc on est le 22 septembre, c'est la journée mondiale sans voiture dans le monde entier. Et ici à l'écoquartier, on avait envie de fêter ça, mais pas tout seul. On avait envie de fêter ça avec des invités pour vous parler un peu de transport actif, de vélo-boulot, de est-ce que c'est possible de ne pas prendre l'automobile quand on est une famille et autres sujets connexes à cette thématique qui nous est chère ici à l'écoquartier. Donc, bienvenue à tous ceux qui sont en train de se connecter. Je m'appelle Margot, je suis donc chargée de projet en communication et mobilisation à l'écoquartier de Rosemont-la-Petite-Patrie. Et qui m'accompagne aujourd'hui comme modératrice et animatrice. Il y a Catherine Ayotte, qui est chargée de projet en environnement et qui réalise notamment toutes nos petites capsules de mécanique vélo, ainsi que certains événements relatifs à la mobilité durable qu'on organise. Voilà. Je voudrais vous dire que dans la petite colonne des commentaires, vous pouvez à tout moment poser vos questions à nos invités ou même à nous. On essaiera d'y répondre directement pendant cet atelier discussion. Si jamais vous regardez cette vidéo en différé, ce qui est tout à fait possible, on répondra aussi à vos questions après, ne vous en faites pas. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions en tout temps, finalement. On y répondra dès qu'on pourra. Je voudrais quand même vous présenter l'écoquartier, qui est un programme de l'arrondissement Rosemont-la-Petite-Patrie, qui est mandaté en fait par Il y a quelqu'un à l'autre bord du mur, qui est un organisme qui fait beaucoup de choses en fait pour l'environnement, qui fait entre autres de l'enlèvement de graffiti, de la revitalisation urbaine, de la création de murales, du verdissement, qui fait aussi de l'agriculture urbaine et enfin qui est mandataire donc de 2 programmes écoquartiers, le nôtre dans Rosemont-la-Petite-Patrie et aussi celui de Mercier-Hochelaga Maisonneuve. À l'écoquartier Rosemont-la-Petite-Patrie, qu'est-ce qu'on fait? On est une ressource en environnement dans l'arrondissement. Donc, on répond à toutes les questions des citoyens, que ça concerne la gestion des déchets, que ça concerne la propreté dans la ville ou juste des envies de créer des événements éco-responsables, etc. On est un soutien au comité citoyen de l'arrondissement. On organise aussi nous-mêmes des événements éco-responsables régulièrement. Cette année, on en a surtout fait en ligne, mais on sait déjà tous pourquoi. Donc, on espère bientôt qu'on va pouvoir se revoir en vrai. On organise aussi normalement des corvées de propreté. Celles de cette année n'ont pas pu avoir lieu malheureusement, mais on compte bien se rattraper. Et puis enfin, on fait beaucoup d'animations et d'ateliers, que ce soit dans les écoles et dans d'autres organismes. Donc sur des sujets différents, mais qui portent toujours sur l'empreinte écologique et sur comment la réduire finalement. Aujourd'hui, donc, petit aperçu de l'ordre du jour. Je vais commencer par présenter nos chers invités qui attendent impatiemment. Ensuite, Catherine nous fera une petite mise en contexte sur les problématiques liées à l'utilisation de ce qu'on appelle l'auto-solo. Enfin, on fera aussi une petite mise en contexte sur la journée mondiale sans voiture. Et puis, on a préparé une petite liste de questions qu'on va poser à nos invités. Ils vont pouvoir y répondre et ce faisant, cela va alimenter notre atelier discussion tout naturellement. Et enfin, on vous donnera la parole si jamais on n'a pas pu le faire avant ça, pour que vous puissiez vous aussi poser vos questions et peut-être demander des conseils à nos invités. Je laisserai donc les invités se présenter, chacun leur tour. Donc, on a d'abord Louis Lalonde. Louis, je vais réactiver ton micro. Bonjour. Qui es-tu? Donc, oui, qui suis-je? Louis Lalonde, je travaille au Mouvement Vélo Sympathique chez Vélo Québec, qui est en fait une démarche pour faire de l'accompagnement auprès des collectivités puis des organisations, donc des entreprises, pour développer la culture vélo et la pratique du vélo comme mode de déplacement. Voilà. Bienvenue. Est-ce que toi aussi, tu pratiques le vélo au quotidien? Tous les jours, oui. Ok.
Ensuite, on a Myriam Asselin. Je vais réactiver ton micro. Oui, bonjour, Myriam Asselin, fière résidente du quartier Rosemont-la-Petite-Patrie depuis maintenant 17 ans. En fait, la raison pour laquelle je n'ai pas de voiture et que j'utilise le vélo, c'est principalement parce que je n'aime pas les autos. J'ai eu mon permis de conduire très, très tard, à 27 ans, parce que j'étais obligée d'en conduire une, mais sinon, moi, j'en vois, mieux je me porte. Bienvenue. Et avec nous, on a aussi Chloé Dodino. Chloé, je vais te laisser te présenter puis nous raconter ce que tu fais. Bonjour à tous et à toutes. Chloé Dodino, je suis résidente de Rosemont à Petite-Patrie depuis aussi plus d'une dizaine d'années, mère de 2 enfants et de 5 et 2 ans. Et je travaille à Solon, un organisme du quartier, donc de Rosemont de Petite-Patrie, qui œuvre en transition socio-écologique. Donc en fait, nous, on facilite et on soutient la transition à travers de multiples projets comme Locomotion, qui est un projet de partage de véhicules entre voisins, dont nous avons 2 voisinages dans la petite patrie, notamment là, de vélos et de véhicules également. Donc voilà, ravie d'être avec vous aujourd'hui. Nous aussi, on est très contents de partager ce moment avec vous, même si c'est d'un petit peu loin. Je vais laisser la parole à ma collègue Catherine. Oui, merci Margot. Vraiment, on a vraiment des beaux invités aujourd'hui. Je pense qu'on va avoir des belles discussions. Moi, je vous proposais de faire un petit topo problématique de l'auto-solo pour bien comprendre l'importance d'une journée comme aujourd'hui. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que l'auto-solo? En fait, l'auto-solo, c'est l'utilisation d'une automobile de façon individuelle, c'est-à-dire qu'un seul adulte ou une seule personne est à bord et utilise l'automobile. Puis, le fondement de la problématique de l'auto-solo, c'est nécessairement notre dépendance à l'automobile dans nos déplacements au quotidien. En fait, l'aménagement du territoire au Québec en est pour beaucoup, avec une urbanisation qui est étalée et où nous devons parcourir plusieurs kilomètres pour accéder à des services. Il y a une étude qui date de 2014 qui portait sur la mobilité de la population québécoise, soulignait que 80% de la population québécoise mise sur l'utilisation de l'automobile comme principal moyen de transport. Par exemple, selon des données de l'Agence métropolitaine de Montréal et d'Accès Transport Viable, les régions métropolitaines de Montréal et de Québec sont responsables de 70 et 77% des déplacements en auto. Ces chiffres-là datent de 2013, mais lorsqu'on regarde les chiffres les plus récents de 2018, on a seulement une réduction de 1% au niveau là, des déplacements dans la région métropolitaine de Montréal. Donc, on est vraiment encore dans ces mêmes pourcentages-là. Puis, ce qui pourrait un peu expliquer aussi cette problématique-là, cette utilisation de l'automobile dans les déplacements quotidiens, c'est probablement le phénomène de la périurbanisation. La périurbanisation, c'est quoi? C'est un phénomène de croissance urbaine périphérique qui est toujours plus étendu aux alentours des grandes villes. Donc, ce que ça crée comme problème, c'est de l'étalement urbain, comme on connaît bien cette problématique-là, qui a des effets sur l'empiètement des terres agricoles, les espaces naturels, un manque de services de proximité qui va, lui, renforcer l'utilisation de l'automobile. Et si on poursuit avec d'autres problématiques engendrées avec l'auto-solo, il est évident que l'automobile engendre des coûts environnementaux, sociaux et économiques qui sont élevés. Selon des données de 2017 qui ont été compilées par Trajectoire Québec et la Fondation David Suzuki, le transport automobile et les routes, excluant le transport collectif, le transport des marchandises et les coûts des stationnements, coûtent environ 43 à 51 milliards de dollars par année aux Québécois et Québécoises. Puis aussi un coût social qui est associé à l'utilisation de l'automobile. Ça doit être en fait le coût individuel qui est épongé pour l'achat d'un véhicule, sa réparation, les accidents. Ça, c'est sans compter aussi toute la disparité économique du fait de juste devoir acheter une automobile
qui nécessairement impactent au niveau du statut social. Au niveau économique, on a aussi des coûts engendrés, soit les infrastructures, les coûts engendrés par la pollution automobile. Puis, nécessairement, là, tous ces phénomènes-là sont exacerbés par les phénomènes de la congestion routière chronique qu'on connaît bien. On a aussi des conséquences écologiques et environnementales liées à l'utilisation de l'automobile. En fait, l'utilisation de l'auto solo génère une boucle de rétroaction positive à toutes les problématiques environnementales qu'on connaît, par exemple liées à l'étalement urbain, telles que la destruction des terres agricoles ou l'empiètement sur des propriétés, des espaces naturels. Donc, nécessairement, lorsqu'on a l'étalement urbain, on a besoin de plus de routes, plus de voitures. Donc, c'est une boucle de rétroaction dans ce sens. Et lorsqu'on regarde les émissions de GES au niveau du secteur routier, en fait, le secteur des transports est le plus grand émetteur de gaz à effet de serre, de GES, au Québec, avec 40 % de l'ensemble des émissions, dont la moitié provient en fait des véhicules légers. Et ces émissions sont en constante augmentation depuis 1990. Donc, on peut vraiment s'imaginer l'impact qu'aurait, par exemple, la réduction de l'auto solo des émissions de GES. Et évidemment, il existe toutes sortes d'alternatives à l'auto solo qui sont possibles pour miser sur un autre mode de transport. Par exemple, on propose la mobilité durable et tout cela combiné à un aménagement à l'échelle humaine. Donc, la mobilité durable, c'est quoi? C'est miser sur des transports actifs et réduire l'utilisation de l'automobile. Puis lorsqu'on parle, par exemple, d'un aménagement des villes à l'échelle humaine, c'est qu'on parle d'aménagements qui sont faits pour les humains et non pour les autos. Donc, on essaie de construire des centres urbains qui vont répondre aux besoins des citoyens et citoyennes, qui vont avoir accès à des services de proximité et que l'automobile sera alors moins en moins nécessaire. Et on peut aussi miser sur des transports en commun structurants et accessibles, c'est-à-dire un ensemble de parcours qui offre un niveau de service de transport qui va être suffisant et accessible pour tous et toutes, qui va permettre justement de densifier les villes et pouvoir créer des centres urbains justement qui vont pouvoir avoir plus de services et être plus accessibles. On peut aussi miser sur la multimodalité et l'intermodalité des moyens de transport. Ça, ce qu'on veut dire, c'est par multimodalité, c'est de rendre disponible une variété de modes de transport qui peuvent être utilisés lors d'un même déplacement. Et d'où le terme intermodalité. Par exemple, pour se rendre au travail, je pourrais utiliser mon vélo, le train et le métro pour ce même trajet-là. Et aujourd'hui, donc, c'est la Journée mondiale sans voiture. Ça se produit à chaque année. Puis, c'est une initiative qui émerge d'un désir d'appropriation de l'espace urbain par les piétons, les cyclistes, les utilisateurs et utilisatrices des transports en commun. Puis, pour promouvoir l'utilisation des transports actifs, la mobilité durable, on croit nécessairement que les employeurs ont beaucoup à jouer là-dedans. Puis, nous, chez Il y a quelqu'un à l'autre bord du mur, on a plusieurs initiatives qui ont été mises en place pour justement favoriser la mobilité durable. Par exemple, on a des vélos à la disposition des employés. On a aussi plusieurs outils qui sont disponibles pour les employés pour réparer leurs vélos. On a aussi des soutiens financiers qui vont nous permettre d'acheter soit nos passes de bus, métro ou encore réparer les pièces de notre vélo. Il y a des douches disponibles dans certains de nos bureaux. On a des supports à vélo pour attacher nos vélos de manière sécuritaire. Puis, on souhaite éventuellement avoir la certification vélo sympathique, que peut-être que Louis Lalonde va pouvoir vous en parler un peu plus. Donc, voilà, je pense qu'on essaie aussi de faire notre part là-dedans avec Il y a quelqu'un à l'autre bord du mur. Donc, voilà, c'est tout pour la problématique de l'auto solo. Donc, c'était vraiment juste une petite introduction là, sur le sujet. Je pense qu'on va pouvoir maintenant passer au dialogue avec nos invités. Et en fait, je vais activer les micros. On a déjà tout activé. Voilà, génial. On a préparé quelques petites questions là, pour alimenter la discussion. Puis, je vais vous poser la première. Donc, pourquoi le vélo?
pourquoi vous avez choisi, par exemple, le vélo, puis que là, ça va plus s'adresser à Louis et Chloé. Pourquoi avez-vous choisi le vélo au lieu de l'auto? Puis, est-ce que vous êtes des utilisateurs de transport en commun? Donc, peut-être Chloé, si tu veux commencer. Oui, je me lance. Moi, j'aimerais dire, c'est quoi les désavantages du vélo? En fait, je trouve que des avantages, je ne trouve aucune raison de ne pas prendre de vélo. Déjà, je culpabilise moins à moins faire de sport dans la semaine parce que je me dis je fais du vélo, donc pour mon cardio, c'est parfait. Donc, c'est tout l'impact un petit peu là sur la santé des populations. En hiver, quand je vois les gens qui doivent pelleter leur voiture, c'est là où je suis quand même bien contente d'avoir mon vélo prêt et pas à pelleter pendant moins 15 minutes. Non, moi, c'est ça, j'y vois vraiment que des avantages. J'en parlerai un peu plus tard. Moi, on est une famille sans auto, donc nous, on a 2 enfants, puis on ne fait que ça. C'est sûr qu'on a de la chance d'avoir des infrastructures qui nous permettent d'utiliser le vélo de manière sécuritaire. Donc, je peux aller travailler, je peux aller à la garderie, à l'école, avec des pistes cyclables sans que je m'inquiète pour mes enfants. Non, vraiment, c'est vraiment, ça me coûte très peu d'argent. Je l'entretiens de manière régulière. Bon, d'après un ami très cher là, qui est vraiment très fan de vélo, je devrais l'entretenir bien mieux que ça. Mais bon, c'est toujours le problème. Mais non, moi, j'y vois vraiment que des avantages. Puis, en tout cas, d'être dans un milieu aussi densément urbain comme le quartier de Rosemont à Petite-Patrie, il n'y a que des avantages. Je prends quand même le transport en commun quand je dois aller me déplacer dans des endroits de Montréal un peu plus loin avec mes enfants. Mais même encore, là, j'essaie toujours de privilégier le vélo. Puis la voiture, c'est seulement et uniquement quand je dois partir de temps en temps hors de Montréal. Mais c'est quand même de façon très, très ponctuelle. Voilà. Moi, ma réponse est très, très similaire à celle de Chloé. Moi aussi, c'est la multitude des avantages associés au vélo qui motive mon usage de ce mode de transport-là. Ne serait-ce que l'arborescence de valeur à laquelle ça fait appel. Donc, au niveau environnemental, c'est évident que c'est un choix qui est très, très conséquent avec mes valeurs, mais au niveau collectif, donc à savoir l'impact sur les autres usagers, donc une économie d'espace sur notre réseau routier, on désengorge, on utilise moins de place quand on est à vélo. Il y a aussi cette idée aussi de coûter moins cher au niveau des infrastructures. Si on se penche sur les coûts-bénéfices, avec les gains de productivité, l'efficacité qui est gagnée avec le vélo, on se rend compte que c'est un mode de transport qui est en fait un investissement comparativement à la voiture qui nous coûte très cher avec les externalités environnementales, le coût de nos infrastructures, alors on sous-finance nos infrastructures en transport. Le vélo devient une option super intéressante. Puis plus égoïstement, pour moi, quand je me suis tourné vers le vélo, j'ai gagné du temps. En fait, j'étais en transport en commun avant pour mes déplacements quotidiens. Puis je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais plus rapide si je me tournais vers le vélo. Ça m'économisait aussi beaucoup de sous. Rouler en vélo à l'année, c'est environ 400 $ en estimation. Donc, il y a des raisons tant collectives qu'individuelles qui favorisent ça. Puis, comme dit Chloé, il y a juste des avantages au final. Et toi, Myriam, donc tu l'as dit tout à l'heure, tu n'aimes vraiment pas l'auto. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi? Puis du coup, tu choisis quoi? La marche, le transport en commun? On a des vélos, puis on fait du vélo, mais je préfère la marche et le transport en commun. Mais ça a quand même toujours été important d'avoir des vélos. J'ai grandi en banlieue avec des parents pas super collaboratifs. Fait que le vélo, en fait, ça a été mon mode de transport jusqu'à ce que je quitte une famille familiale. Et puis, il y en avait du kilomètre à faire. Arrivé à Montréal, j'ai plus adopté le transport en commun, pour être bien honnête. Je travaille dans un quartier qui est très éloigné, en fait. Je travaille à Côte-des-Neiges, puis il y a beaucoup de côtes à Côte-des-Neiges, ça porte bien son nom. Fait que j'avoue que je n'ai pas poussé, mon militantisme jusqu'à me rendre là en vélo matin et soir. Mais cet été, on a utilisé un peu moins le transport en commun avec les enfants, puis j'étais comme bien contente d'avoir poussé la note, en fait, pour qu'ils deviennent habiles et à l'aise avec leur vélo. Puis on l'a utilisé vraiment de façon régulière, en fait, là, pour se promener dans les quartiers environnants, puis aller faire nos commissions. Mais sinon, oui, je privilégie le transport et marche plutôt, je dirais. Puis, une petite anecdote, en fait, je déteste me stationner, là, que ce soit dans un stationnement, un grand stationnement ou un stationnement parallèle.
j'évalue que ça va toujours me prendre au moins 15 minutes de me stationner. Donc, si mon déplacement en transport en commun à pied est dans une marge de 15 minutes de ce que je gagnerais en auto, c'est sûr que je ne prendrai pas l'auto, c'est clair. Oui, le stationnement, c'est la bête noire de beaucoup d'automobilistes, je crois. Pour ceux qui fonctionnent sur deux roues, donc sur la bicyclette, est-ce que ça a toujours été comme ça ou est-ce qu'un jour vous vous êtes dit je choisis le vélo et je commence, et est-ce que c'était progressif? Comment ça s'est passé en fait la transition, s'il y a eu transition? Moi, c'est marrant. En fait, ça a commencé quand j'étais étudiante parce qu'avant, j'étais vraiment proche, j'étais vraiment au milieu, en France, très proche de mon école, donc j'y allais tout simplement en marchant. Mais quand je suis devenue étudiante, c'est vraiment là où j'ai pris le vélo. Mais ce qui est encore plus rigolo, c'est en Finlande, en fait, où j'ai vécu pendant 1 an, où j'ai vraiment utilisé le vélo de manière quotidienne comme moyen de déplacement, tout simplement parce que ça coûtait trop cher de prendre le bus, que j'étais fauchée et qu'un vélo coûtait vraiment pas grand-chose. Et là-bas, comme pas mal de pays nordiques, les infrastructures permettaient vraiment d'utiliser le vélo. Donc, moi, mes premières gamelles de vélo, c'est sur le verglas en Finlande. Donc, en fait, après, Montréal, c'est rien du tout. Et non, ça a été vraiment un bon apprentissage. Puis après, en fait, je l'ai juste gardé. Et en arrivant à Montréal, quand j'ai rencontré mon chum, qui était lui aussi fan de vélo, la question ne s'est même pas posée d'avoir une voiture ou pas. On a toujours été sans. On en a eu une fois en Nouvelle-Zélande quand on a voyagé, puis ça a été vraiment l'horreur. Pareil, stationner, une catastrophe. Ça se voyait bien qu'on n'était pas tous les deux du tout habitués à conduire. Donc, quand on est revenu de voyage, on s'est dit jamais plus de voiture. Voilà. Moi, dans mon cas, ce fut quelque chose de progressif, c'est-à-dire qu'avant d'habiter à Montréal, j'utilisais le vélo à l'occasion, mais à l'époque, j'étais étudiant, donc j'avais accès à une passe de transport en commun, donc c'était un peu un hybride des deux. Quand j'ai déménagé à Montréal, il y a environ 2 ans et demi, le vélo s'est rapidement imposé parce que justement, le gain d'efficacité était très, très, très important dû à la densité de l'aménagement sur l'île de Montréal. Donc, à ce moment-là, c'est là que j'ai vraiment choisi pleinement ce mode de transport-là. J'ai essayé aussi mon premier hiver à vélo. J'ai adoré ça. Je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus confortable sur mon vélo qu'entassé dans un bus avec Mathieu et avoir trop chaud. Donc, je suis rendu pleinement vendu vélo à cause de ça et à travers ce cheminement-là. Génial, merci. Puis peut-être, Myriam, je ne sais pas, toi, si ça a été quand même progressif, ton changement vers, vers le transport en commun, ou comment tu as vécu ça? Non, ben en fait, puis j'ai oublié de dire dans ma présentation, là, nous aussi, on est une famille sans auto. En fait, je suis toute seule avec mes 2 filles en garde partagée. Non, en fait, ça a toujours été ça. J'ai toujours privilégié soit le transport en commun, la marche ou le vélo avant l'auto. Donc, en fait, je n'y ai jamais réfléchi. Je me suis dit qu'il fallait vraiment que je développe des besoins très, très grands pour une automobile avant de songer à en acheter une. Quand j'étais avec mon conjoint, lui en avait une pour le travail. Puis je me rappelle, c'était une grande frustration parce que je trouvais qu'on l'utilisait trop justement durant le week-end et le soir. Puis je me disais, mais c'est des déplacements qu'on n'aurait pas besoin de faire en voiture. Mais non, ça a toujours été assez, pour moi, ça a toujours été assez clair dans ma tête. Donc. Puis est-ce que tu trouves ça facile quand même, organiser ton temps, combiner tous les transports en commun? Est-ce que ton organisation du temps demande beaucoup, ou tu trouves que... Comment tu fais ça chaque C'est jour? difficile. J'allais dire c'est difficile d'être spontané, puis c'est pas vrai. C'est difficile d'être spontané si j'ai besoin d'emprunter une auto en autopartage, parce que là, la disponibilité est moins intéressante. Mais sinon, pour le reste, non, en fait. Je trouve pas que c'est plus difficile à organiser. L'offre de transport en commun est super bonne. Honnêtement, dans le quartier, c'est super dense le quartier, fait que la plupart des services sont autour. Puis moi, quand je dis à mes enfants que je prends le vélo pour qu'on parte à quelque part, là, ils sont super contents de toute façon. Fait que bien plus contents que de prendre l'autobus. Oui. Cool. Génial. Puis de votre côté, Chloé, Louis, est-ce que votre organisation de l'horaire, le matériel à préparer, est-ce que c'est quelque chose qui prend beaucoup de votre temps, ou comment vous faites ça au quotidien? Ben, moi, avec 2 enfants, ça m'a pris un bon vélo. Je dois dire qu'absolument, on a décidé qu'on n'allait pas investir dans une voiture. Avant qu'on n'avait pas d'enfants,
on avait des vélos de base vraiment. Mais là, avec 2 enfants en bas âge, donc là, on s'est dit non, il faut vraiment quelque chose. Donc, on a acheté un vélo cargo pour nous faciliter vraiment là, les déplacements. Là, maintenant, plus ça va, plus les enfants grandissent, eux-mêmes ils utilisent leur vélo, donc peut-être que ça va être moins nécessaire. Mais en plus, notre vélo cargo, on l'utilise également pour aller vers notre épicerie, tout ça. Donc, mais vraiment, on s'est dit, on ne va pas acheter de voiture, mais en même temps, bon, on va acheter un vélo qui nous permet justement de répondre à nos besoins quand même de déplacement puis d'épicerie. Donc, c'est pour ça qu'on a acheté. Moi, j'ai un Yuba, par exemple, pour mes 2 enfants. Puis, c'est hyper stable, ça marche tout aussi bien l'hiver. Donc, c'est sûr qu'il y a eu un coût à l'achat, ça c'est certain. Mais en même temps, après, en matière là, c'est ça, d'autres coûts rattachés à part l'achat et l'entretien, c'est ça, changement de pneus, tout ça. Grosso modo, je dois être près des $400 par an, là, hors achat du vélo. Donc, ça va. Au niveau logistique, horaire, mon chum a également acheté un vélo en fait, qui permet aussi d'avoir les 2 enfants. Donc, en fait, quand on a chacun notre vélo, en conciliation travail et famille, il n'y a rien de mieux, en fait, à part le fait qu'il faut qu'ils aient toujours leur casque accroché à leur casier dans la garderie ou à l'école. C'est quand même très, très facilitant. L'hiver, encore une fois, c'est ce qui est le plus rapide, à part les équiper puis les mettre dans le vélo. À la garderie, on nous regarde un petit peu comme mon Dieu, comment vous faites, mais en fait, plus ça va, en plus j'en vois. D'ailleurs, c'est vraiment le fun de voir qu'il y a vraiment un engouement pour le vélo 4 saisons avec des enfants, donc que ce soit avec des remorques ou avec des vélos comme le nôtre. Mais donc, il n'y a pas tant que ça de logistique, en fait. Je pense qu'il faut vraiment, c'est un peu comme le transport en commun. Là, c'est quand tu essayes, tu vois à quel point c'est facile, puis tu peux beaucoup plus après l'adopter dans ton quotidien. Donc, c'est vraiment, je pense, plus les premiers pas, parce que c'est ça prend pas beaucoup plus d'organisation après par la suite. Moi, de mon côté, en fait, ça a peut-être simplifié ma routine, à savoir où j'étais plus dépendant d'un horaire d'autobus qui était pas des plus disponibles, si je puis dire. Donc, le vélo m'a permis justement d'alléger peut-être mes matins ou ma préparation avant. Moi, j'ai pas d'enfant. Donc, ça vient simplifier les choses aussi, c'est sûr. Mais chose certaine, ma préparation est très, très simple, si ce n'est que peut-être s'assurer d'avoir une petite idée de la météo qui s'en vient pour le lendemain, à savoir comment s'habiller en hiver, à savoir est-ce qu'on annonce des précipitations de neige, puis ajuster en conséquence. Mais cela dit, c'est beaucoup plus simple depuis que je me suis tourné vers le vélo. On a une question pour toi, Chloé, d'une téléspectatrice qui demande quel type de vélo cargo tu utilises, s'il y en a plusieurs sortes ou pas. Alors moi j'ai un Yuba Mondo, donc c'est les vélos long trail, c'est-à-dire que mes 2 enfants sont à l'arrière, je pourrais même mettre un 3e enfant si je veux. Les grands vélos là, vous voyez, assez stables, donc pas un vélo cargo comme avec devant un bac pour mettre les enfants, là c'est vraiment, ils sont derrière moi. Puis il est pas électrique, donc c'est à la force de mes mollets, mais encore une fois ça aide pour le cardio, donc tant mieux. Puis j'ai pas la côte Berry à faire tous les jours. Mais donc, c'est ça, c'est le Yuba, mais il en existe plein. En fait, ce qui est vraiment bien maintenant, c'est que la plupart des magasins de vélo, on peut les essayer. Nous, à Locomotion, on fait aussi, comme on prête ce genre de véhicule, on fait des essais avec les participants, puis parce qu'il y a autant de vélos qui peuvent répondre à autant de besoins. En fait, je pense que maintenant, l'offre des vélos cargo, c'est largement vraiment élargie, puis c'est assez facile de trouver un vélo qui correspond aux besoins des personnes. Pour les épiceries, on avait trouvé quelque chose un peu sur Internet, il y a très longtemps, quand l'offre n'était pas encore là, c'est un Taga. Ça n'existe plus, ils ont fait faillite depuis, mais c'est pareil, c'est la même idée derrière, là, donc de pouvoir entasser l'épicerie là-dedans. Vous avez beaucoup parlé des points forts en termes de santé, en termes de finances, en termes d'un tas de choses. En fait, la majorité des gens, quand on leur dit je fais tout en vélo, ils voient d'abord les points faibles. Donc, ils se demandent est-ce que c'est dangereux? Est-ce qu'en hiver, il fait froid? Est-ce qu'il y a des choses négatives à l'utilisation du transport en commun, de la marche ou du transport actif tel que le vélo au quotidien? Est-ce qu'il y a des points faibles? Et si oui, selon vous, c'est lesquels et comment on peut y pallier, entre guillemets? Qui veut répondre?
Moi, j'ai des idées, mais j'ai déjà parlé. Donc, si Louis, tu veux y aller, je pense que toi aussi, tu vas en Je avoir. peux y aller. Ouais, rapidement. En Ok. fait, c'est quand on parle justement, effectivement, quand on parle de vélo à quelqu'un qui songe à s'y mettre, il y a beaucoup d'a priori qui sont avancés. Il y a un travail de démystification, hein. Cette idée, par exemple, où quand on dit je vais avoir froid, on se rend compte que quand on pédale, même en hiver, après quelques minutes, c'est pas long qu'on découvre que peut-être on s'est peut-être habillé trop chaudement. C'est l'erreur justement en vélo, c'est trop se couvrir. Même chose au niveau, par exemple, au niveau de la météo, on se rend compte que c'est pas un si grand obstacle que ça lorsqu'on a l'équipement qui profite. Et même si, par exemple, il y a des journées où on est moins à l'aise de prendre son vélo puis on se tourne vers la marche ou le transport en commun, c'est une tout aussi bonne option. Si on fait du vélo une fois semaine, c'est déjà beaucoup, c'est déjà génial. Puis les autres moyens de transport permettent de contrer l'auto solo. Donc, des obstacles, je dirais plutôt qu'il y a des changements d'habitude ou du moins il y a des petites informations à aller chercher pour découvrir un nouveau trajet ou une nouvelle façon de se déplacer, mais sont excessivement faciles à surmonter et relèvent tout simplement de l'information au final. Il n'y a pas de frein majeur à moins d'habiter très très loin de son lieu de travail ou pour des différents services. Je crois que c'est plus des mythes à déboulonner que des gros obstacles. Par exemple, en termes de transport en commun, il y a beaucoup de gens qui, en tout cas, on se l'entend dire, hein, souvent, il y a beaucoup de retard. J'arrive pas à planifier mes déplacements parce que un coup ça passe, un coup ça passe pas. Avec les travaux, c'est dévié, donc j'arrive en retard. Myriam, est-ce que toi, tu es confrontée à ça des fois, pas du tout, jamais, tout le temps? Ben oui, bien sûr, des fois, il y a des pannes, puis j'en subis des conséquences, mais je suis un peu comme Louis, je suis pas une grande amoureuse de l'autobus, particulièrement pour me rendre au travail. Puis je le marche, en fait, puis c'est quand je le prenais plus, là, je suis en télétravail, mais donc je le marche, je le marche, ça prend 20 minutes le matin, 20 minutes le soir, puis c'est un peu comme le vélo, ben, pour être en mesure de le marcher 4 saisons, j'ai fallu que je m'habille. Fait que oui, ça arrive, des fois, j'arrive dans ma tour à bureau, avec mon imperméable, mes pantalons imperméables, mes bottes de pluie, puis j'ai l'air d'un extraterrestre. Sauf que moi, quand je les enlève, je suis sec. Alors que les autres, même s'ils avaient leur voiture, à moins qu'il y ait eu une place dans le stationnement intérieur, en général, ils vont tous se stationner super loin, puis ils reviennent plus. Fait que finalement, je me dis, oh, je suis capable de vivre avec la petite humiliation de 2 minutes d'arriver avec mon espèce d'habit d'extraterrestre, mais de l'enlever par la suite. C'est la même logique que j'ai appliquée aux enfants aussi, c'est-à-dire que les enfants sont équipés, en fait, ils ont des vêtements appropriés pour l'hiver 4 saisons, parce que de toute façon, à l'école, il faut qu'ils soient bien habillés dans la cour d'école, puis moi, je ne veux pas qu'on s'empêche de sortir à cause de la météo. Si je peux rajouter, moi, du point de vue des enfants aussi, parce qu'il y a quand même un volet sécuritaire qu'il faut pas, on peut pas se le cacher malheureusement. Je pense qu'aujourd'hui, avec justement le rajout des pistes cyclables, puis le rêve, en tout cas, moi, je suis une vendue depuis le début, là, donc je pense que ça va énormément faciliter, parce que si c'est des habitudes qu'on prend tôt quand on est jeune pour aller justement au secondaire, de pouvoir utiliser des pistes cyclables, ça rassure les parents, ça permet aux enfants d'apprendre le vélo de manière sécuritaire sans se prendre une portière ou un nid de poule qui le déstabiliserait. Je pense que c'est vraiment aussi, tout aussi important là, si on veut vraiment adopter cette façon de faire, c'est le bon moment, parce que là, les infrastructures sont en train justement d'accompagner ce changement-là. On aimerait en avoir plus, ça c'est certain. La place du vélo est encore trop mineure en ville, mais je pense que petit à petit, là, on commence à prendre un peu plus de place. Il y a aussi, on ne peut pas se cacher, là, il y a comme une recrudescence des vols de vélo. Là, c'est vraiment important, je pense, dans l'équipement, de prendre en compte un bon cadenas également. Là, encore une fois, là, il y a eu des efforts qui ont été faits pour faciliter les supports à vélo vraiment à de multiples endroits pour faciliter ça. Mais c'est vrai que je pense que c'est quand même important, là, on le voit, on le lit souvent aussi. Là. Donc, de bien cadenasser son vélo, parce que c'est sûr que c'est des vélos qui coûtent cher souvent, là. Puis même des vélos qui ne coûtent pas cher d'ailleurs, je pense que c'est vraiment important. Il faut en prendre compte dans l'achat du vélo, ne pas lésigner sur un très bon cadenas. Oui, génial. Oui, merci pour ces conseils. C'est vrai, des fois, on peut penser que payer un cadenas pas cher, on va sauver un peu d'argent, mais je pense que c'est le contraire qu'il faut se dire, personnellement. Je pense que c'est un bon point que tu amènes. Puis, vous en avez parlé un peu, là, surtout Myriam. Là. Fait que les 4 saisons, c'est possible en transport actif. Tu sais, des fois, on peut... Je sais pas si vous voulez démystifier un peu ça. Là. J'imagine que, comme Myriam, toi, tu as dit, c'est l'habillement que tu considères qui va être différent.
Puis au travail, est-ce que tu as, je sais pas, des douches, gymnases qui est disponible pour toi? Ben, en fait, je ne suis pas assez active pour avoir besoin d'une douche, mais effectivement, ils ont fait des rénovations récemment. Puis, ils ont intégré une douche pour les employés dans les bureaux. Donc, parce que de plus en plus, ça devient populaire. Puis, effectivement, il y a des gens qui réclamaient ça. Donc, il y a une douche, effectivement, pour les cyclistes ou les gens qui viennent en courant au bureau. Fait que c'est encouragé par mon employeur. Je suis assez chanceuse là-dessus. Ouais. Génial. Puis Louis, Chloé, est-ce que c'est, en fond, 4 saisons, vous faites du vélo 4 saisons, si j'ai bien compris. Louis, oui, Chloé aussi. Donc, c'est votre habillement qui change? C'est l'habillement aussi, c'est un peu l'équipement du vélo et son entretien qui doit changer un peu. Moi, j'ai fait ma première sortie, c'est un peu anecdotique, mais ma première sortie en vélo l'hiver, je me suis dit, ah non, non, ça va être correct, mes pneus d'été, ils vont tenir le coup. Je l'ai appris à la dure. Non, 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 le soir même, je suis allé m'acheter des pneus à clous. Ça a valu la peine. Ça a fait une très, très grande différence. Ça peut sembler être un investissement initial substantiel, mais ça s'amortit tellement vite les dépenses vélo. S'équiper en pneus va coûter moins cher qu'une passe d'autobus. Là. Fait que j'étais bon pour toute ma saison ensuite. Évidemment aussi que l'habillement est clé, ça c'est sûr. Les pantalons, avoir du multicouche aussi. Se tourner aussi vers des lunettes de ski plutôt qu'avoir le visage à découvert. Un petit foulard qui couvre la bouche et le nez, ça fait pas de tort non plus. Puis aussi, un petit entretien de la transmission un peu plus fréquent, là, à savoir simplement huiler sa chaîne sur une base plus fréquente qu'en été. Ça vaut la peine. Ça va éviter aussi certains gels au niveau du dérailleur. Mais essentiellement, c'est pas très, très compliqué. C'est des petits ajustements qui vont permettre de faire ça. Puis, Myriam soulignait un bon point, à savoir qu'il y avait une demande pour avoir des douches, par exemple. Les employeurs, les organisations peuvent aider aussi, peuvent faciliter les gens qui veulent se mettre au vélo en toute saison, justement en ayant des douches, en ayant des supports. Des fois, il y a des endroits où les supports sont plus difficiles. En mettre disponible pour l'organisation, pour les employés, et ça en toute saison, c'est quelque chose qui va faciliter grandement le transport actif, avoir peut-être des petits outils pour des réparations d'urgence sur place. Il y a plein de façons que tant l'employé que l'employeur peuvent intervenir pour faciliter le vélo-boulot 4 saisons par année. Là. Mhm. Moi, je rajouterais pour les enfants maintenant, c'est sûr qu'il faut bien les... Désolée, je ramène toujours... C'est bon, je ne l'ai pas, cette information-là. Non, parce que souvent, ils me disent, mais ils ne sont pas en train de geler derrière. En fait, moi j'ai de la chance de... J'ai pas de grands déplacements garderie, école, maison. Donc, c'est sûr qu'ils n'ont pas le temps de geler. Ils sont quand même bien protégés. De toute façon, vu comment ils sont tout le temps en train de bouger sur le vélo, c'est correct. Mais sinon, il existe maintenant là, comme des nacelles. En fait, à l'intérieur de certains vélos cargo, de toute façon, c'est déjà protégé contre la pluie et le vent. Puis dans certains autres, c'est quelque chose qu'on peut rajouter en fait pour protéger là, les enfants. Puis à ce moment-là, surtout si les déplacements sont un peu plus longs, éviter là, qu'ils aient trop froid, notamment avec le vent. Mais c'est surtout ça, nous, le danger. Là. Le reste, c'est correct, mais le vent, là, quelquefois, peut quand même être assez froid pour les enfants. Donc ça, on peut très facilement le trouver puis adapter son vélo en conséquence. Donc, vous avez parlé d'habillement, de pneus d'hiver, d'un entretien un petit peu spécifique. J'ai une petite question qui m'est passée par la tête pendant que vous discutiez. Quand vous arrivez à la maison, votre vélo, vous le rangez dehors, dedans? Un vélo cargo, j'imagine que ça ne se monte pas facilement au 3e étage, là. Est-ce qu'il y a aussi une technique pour l'entreposage? Moi, j'ai une rampe. En fait, vu le poids du vélo, c'était trop. Donc, j'ai juste 3 marches à faire. Et je cadenasse après le vélo contre une grosse chaîne. Donc, il est quand même bien protégé. Là, mais oui, sinon, c'est vraiment dur tous les soirs à le ramener en haut. Donc, c'est ça. Nous, c'est comme ça qu'on a réussi. Puis, à date, ça va très, très bien. Oui, en fait, c'est similairement, moi aussi, je laisse mon vélo à l'extérieur. Idéalement aussi, il faudrait qu'il y ait des bornes pour stationner le vélo là, sur votre rue. Sinon, c'est toujours quelque chose qu'on peut demander à l'arrondissement en composant le 3-1. Cela dit, moi, en hiver, je laisse mon vélo à l'extérieur pour éviter du gel-dégel qui pourrait à ce moment-là endommager grandement là, ma transmission.
puis faire en sorte qu'il y a beaucoup de rouille qui viennent ronger ma chaîne. Donc, je préfère le laisser à l'extérieur. C'est beaucoup plus simple et ça permet à mon vélo de rester en meilleur état. Merci pour vos conseils. La question suivante, c'est toujours un peu lié aux incitatifs que vos employeurs ont ou n'ont pas mis en place pour vous aider dans votre mode de vie. On a parlé de douche, on a parlé peut-être d'un endroit pour se changer. Est-ce que chez vos employeurs respectifs, ou si vous êtes votre propre employeur, il y a des incitatifs d'autres incitatifs qui sont mis en place? En fait, c'est pas en lien avec le vélo, mais à la Ville de Montréal, en fait, ils ont une entente avec la STM, puis ils payent une partie du transport en commun. Donc ça aide vraiment beaucoup. Puis oui, effectivement, il y a toute la rénovation avec l'accès à des douches, l'accès à des vestiaires. Puis il y a des super vélos dans le stationnement intérieur aussi. Donc, moi, je rajouterais que nous, quasi automatiquement, on est membre locomotion quand on devient employé de Solon. Donc, on a accès aussi à justement des nouveaux vélos, à des vélos électriques, des remorques, des vélos cargo. Donc, si on a besoin d'un vélo spécifique pour faire du vélo-tourisme un week-end ou aller chercher de la terre et des fleurs à Jean Talon, on peut les utiliser. Donc, on les emprunte en fait à travers l'application de locomotion. Donc, c'est sûr que ça facilite aussi beaucoup c'est un très bon incitatif pour utiliser d'autres types de véhicules autres que son vélo personnel. Et bien sûr, c'est ça, nous, en termes d'incitatif, on est quand même, pour le vélo en tout cas, on est très très ouvert. Puis la majeure partie des employés Solon sont de grands utilisateurs de vélo ou de transport en commun. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Il y a vraiment plein de façons de mettre en place des incitatifs dans une organisation. C'est évident. On a touché, là, Chloé et Myriam à la fois ont mentionné des éléments par rapport à des incitatifs qui sont non financiers et aussi en matière au niveau financier, par exemple. Simplement, là, avoir accès à des vélos, comme Chloé mentionnait, c'est super utile, ne serait-ce que pour faire des déplacements pour affaires. Nous, chez Vélo Québec, on a des clés partagées Bixi qu'on peut utiliser si on a besoin de faire un déplacement sur nos heures de travail ou si on a un déplacement à faire à proximité. Donc, tous les employés ont accès à ça. Il est possible aussi d'avoir des indemnités kilométriques avec des remises selon son kilométrage fait à vélo, d'une hauteur d'environ 36 sous qu'on a ici. Il y a des entreprises même qui sont au sein du mouvement Vélo Sympathique, donc le programme pour lequel je travaille, qui font des remises quotidiennes. En fait, là, il y a une entreprise à Québec qui remet un 5 $ par jour aux employés qui se déplacent de façon active vers le travail avec un crédit de temps. Donc, un 15 minutes pour faire la transition si on a besoin d'aller prendre une douche, si on a besoin de se changer parce qu'on est venu à vélo, puis il pleuvait, ou on était à pied, puis on avait mis notre impair, puis on a un petit peu mouillé, on a un crédit de temps. Il y a une multitude de façons de le faire qui vont répondre aux capacités puis aux mesures qui peuvent être mises en place dans une organisation. Il y a plein de ressources disponibles, là. C'est sûr que nous, au Mouvement Vélo Sympathique, c'est quelque chose qu'on pousse beaucoup puis qu'on a développé beaucoup de ressources, là. Allez voir notre site web. Puis justement, pour Vélo Sympathique, est-ce que tu peux nous expliquer un peu c'est quoi? Parce que tu as dit beaucoup Vélo Sympathique, mais je pense que ça pourrait être intéressant que tu nous expliques un peu. Oui, très rapidement, c'est un programme de Vélo Québec dans lequel j'œuvre. C'est à la fois un mouvement d'accompagnement et une certification. Donc, à ce moment-là, les organisations qui sont intéressées à développer leur culture vélo à travers différents aspects, donc que ce soit à travers le cadre bâti, avec par exemple des supports à vélo, mais aussi des mesures d'éducation en entreprise pour inciter et renforcer les capacités des gens à bien se rendre au travail à vélo. On développe beaucoup de ressources. Et il est possible aussi de déposer une candidature pour qu'on ait ensuite une évaluation par un comité de juges qui va pointer vers les choses qu'on peut améliorer
pour ensuite vous remettre en main là, un rapport personnalisé, un rapport de rétroaction sur qu'est-ce qui peut être fait, qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui pourrait être amélioré. Puis évidemment, on a beaucoup d'activités d'accompagnement en continu. On a habituellement, annuellement, des rassemblements pour échanger entre organisations. Cette année, ce n'était pas possible, évidemment, mais on a une foule de ressources et de formations qu'on offre pour les organisations qui souhaitent emboîter le pas. Encore une fois, là, multitude de ressources qui sont accessibles directement depuis notre site web. Simplement pour avoir des idées, c'est disponible gratuitement. Génial. Merci, Louis, pour ces explications. Sinon, on a peut-être une autre question qui va peut-être plus t'adresser aussi, Myriam, que tu pourrais commencer. Quand tu as besoin d'une auto, toi, tu fais affaire avec l'autopartage. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Ben, en fait, je suis abonnée à Communauto depuis que j'ai mon permis de conduire. Puis j'utilise surtout l'outil de réservation d'auto. Mais là, cet été, j'ai découvert Flex. Je trouve ça vraiment très pratique. J'ai loué quelques fois chez le locataire, mais j'avoue que l'aspect pratique d'aller chercher le véhicule directement dans le stationnement est beaucoup plus simple que d'aller chez le locataire, jaser avec la personne puis inspecter l'auto. Ça me refroidit un peu. Donc, c'est principalement Communauto que j'utilise. Voilà. Ok, génial. Puis Louis et Chloé, si vous avez besoin d'une auto, qu'est-ce que vous faites? Ben, c'est sûr que oui, comme une auto all the way, mais il y a également, nous avec Locomotion, on peut partager des voitures entre voisins. Donc moi, je le fais aussi régulièrement, là, d'utiliser des voitures entre voisins quand j'ai un déplacement là, de prévu. Moi, je suis une très grande fan des flex, donc si j'ai quelque chose un week-end ou que là, la voiture de mon voisin elle est prise, je peux prendre au moins une flex si je dois faire un déplacement hors de Montréal. Je pense que c'est vraiment idéal. En fait, c'est toute une idée de cocktail. En fait, moi, je ne me vois pas comme une anti-voiture. Au contraire, je pense que la voiture, elle est très utile dans des circonstances ou dans certains besoins. Là. Je me voyais mal aller à l'hôpital pour accoucher en vélo, par exemple. Donc, j'étais bien contente d'avoir accès à un taxi à ce moment-là. Mais voilà, je pense que c'est d'avoir comme diverses options qui nous permettent, dépendant de nos déplacements, les voitures sont quand même très utiles pour sortir de Montréal. Et puis, Communauto ou Locomotion sont des réponses en fait à ces besoins-là quand on habite le quartier, quoi. Effectivement, Communauto, nous, dans le cadre de mes fonctions professionnelles, on a un abonnement corporatif à Communauto. Donc, moindrement qu'on a à se déplacer pour le travail à l'extérieur de l'île, ça va être le mode de transport qui nous est accessible. Sinon, personnellement, j'ai accès à une voiture pour mes déplacements hors de l'île. Je ne prends pas l'auto sur l'île, mais si j'allais avoir, par exemple, mes parents qui sont plus loin sur la couronne nord, là, à ce moment-là, c'est plus difficile en vélo. Comme disait Chloé, il y a des circonstances où l'auto est quand même utile et c'est les seuls moments où j'utilise en fait parce que sinon, vélo. J'ai une nouvelle question du public. En fait, c'est des questions qui sont relatives à l'état des pistes cyclables en hiver. Est-ce que il y a des outils qui existent pour pouvoir savoir quelle piste est déneigée, je sais pas moi, quelle ligne de bus est actuellement en travaux? Comment vous préparez en fait vos trajets, surtout en termes de conditions météorologiques? Je peux y aller. En fait, Montréal déneige une portion de son réseau cyclable. Évidemment, dépendamment de l'arrondissement, je vous dirais que le déneigement il est un peu inégal. Il y a encore du travail à faire à cet égard-là. Sur papier, là, ça serait 76% du réseau cyclable à Montréal qui est déneigé. Cela dit, il y en a qui sont un peu plus rapides que d'autres, dépendamment des arrondissements. Donc, l'idéal, là, si par exemple c'est un trajet qu'on fait sur une base quotidienne, ça peut être bon de prendre une journée, par exemple, où on n'est pas stressé, où on sait, par exemple, qu'on n'aura pas ou une journée de congé, tout simplement, et expérimenter le trajet. En hiver, où à ce moment-là, les conditions sont moins optimales, peut-être que modifier son trajet est essentiel. Il va falloir prioriser aussi certains axes qui sont justement déneigés. C'est la façon de faire, moi, je trouve, par la pratique. Cela dit aussi, sur le site de la Ville de Montréal, là, il est possible de voir en fait quelles voies cyclables sont déneigées aussi.
Et je voudrais juste rajouter, il y a vraiment peu de journées dans l'hiver où il y a vraiment une grosse tempête, puis qu'on est bloqué par le déneigement. Vraiment, c'est ça aussi, je pense que dans le vélo 4 saisons, l'hiver, on a une impression de gros tas de neige de 1 mètre sur les pistes cyclables tous les jours, mais c'est vraiment pas ça. En fait, la grande partie du temps, tout simplement, le temps est gris, le temps est froid, mais il n'y a pas très peu de neige. En fait, c'est tout à fait roulable, en tout cas à vélo sur la plupart des pistes cyclables. Notamment là, dans les quartiers centraux. C'est sûr que les lendemains de tempête de neige ou les lendemains de tempête de verglas, là, oui, c'est plus difficile, mais pour tout déplacement, en fait. Donc, je pense que, moi, je tablerais ça sur une dizaine de jours, peut-être un petit peu plus, chaque hiver, où j'étais vraiment, là, je prends quelle rue parce que pour savoir qui était déneigé. Mais c'est vraiment mineur, en fait, considérant la longueur de l'hiver à Montréal, quoi. Si je peux, c'est pas concernant le vélo, mais en tout cas, je sais que quand il y a des tempêtes de neige, moi, je me fais justement un devoir de rentrer au bureau parce que je sais que ceux qui ont des voitures, des fois, ne pourront pas se rendre. Donc, non, mais c'est vrai, tandis que bien équipé, on est capable de marcher jusqu'au métro puis se rendre assez facilement. Puis c'était aussi le cas quand je travaillais dans le quartier. Donc, des fois, ceux qui ne sont pas en voiture se rendent plus facilement pendant les tempêtes de neige. Absolument. Nous, au bureau, quand il y a tempête de neige, ceux qui réussissent à rentrer sont à pied ou en vélo, généralement. Sinon, ils sont pris dans le banc de neige ou il y a eu un problème, l'autobus ne s'est pas présenté. Là, c'est vraiment très efficace. Puis comme disait Chloé, c'est pas beaucoup de journées dans l'année où on a un obstacle à rouler. En fait, souvent, on va être sur chaussée déglacée, peut-être un peu humide, voire des fois sèche, mais on n'est jamais dans la grosse neige. On n'a pas besoin de sortir un fat bike pour rouler l'hiver à Montréal. Ça se fait beaucoup plus facilement qu'on pourrait le penser. Merci. J'ai un dernier commentaire de Nanouk Bourgeois qui nous dit « Il faudrait demander au gouvernement de créer un crédit impôt pour ceux qui ont renoncé à la voiture, à l'auto-solo en fait, et ne se déplacent qu'en transport / vélo. Qu'en pensez-vous » Moi, ça pourrait être chouette. Je ne sais pas si ça existe toujours, la taxe sur le permis de conduire sur l'île de Montréal. Là. Je sais qu'à certains moments, notre permis de conduire nous coûtait un peu plus cher parce qu'on restait sur l'île puis ils voulaient... Ça méritait un peu parce que, en fait, c'est pas parce que tu as un permis de conduire que tu conduis une auto de façon régulière. Là. Donc ça, je trouve que le crédit d'impôt sur le fait de ne pas avoir de voiture est plus intéressant, effectivement, si on veut être dans une logique plus utilisateur-payeur. Louis, Chloé, est-ce que vous avez une opinion à ce sujet-là? Non, moi c'est ça. Je pense que tout incitatif financier lié à l'impôt peut mettre de l'eau au moulin. Je pense que tout est bon à prendre pour permettre le changement de comportement. Parce que oui, ça prend quand même un sacré changement de comportement. L'auto est vraiment quelque chose de très ancré dans la culture nord-américaine. Puis je pense que tout bon incitatif est bon à prendre. Des incitatifs positifs financiers comme celui-là pourrait être un bon exemple, mais il y en a plein d'autres là. Mais je pense que ça pourrait être une très bonne idée, oui, à plusieurs égards. Ouais. Encore faudrait-il que, pardon, excuse-moi, qu'on investisse aussi beaucoup dans les infrastructures de transport en commun, parce que je ne veux pas, et si on fait en sorte de diminuer l'utilisation de la voiture solo, il faut aussi permettre l'utilisation de transports en commun et de vélos. Et je pense que c'est vraiment important là, d'investir dans des infrastructures pour permettre justement aux gens de changer ce changement de comportement-là. Excuse-moi, Louis, tu peux y aller. Non, mais ton point est excellent. C'est qu'en fait, justement, je disais, oui, c'est sûr que ces mesures-là, un incitatif financier, ça fonctionne très, très bien. Ça fait ses preuves. Cela dit, ce genre de mesure-là est très haut dans la pyramide. Entre-temps, moi, j'aurais tendance à dire que sur une échelle un peu plus basse, une organisation
peut mettre ses incitatifs et il va avoir une plus grande marge de manœuvre. Si on attend systématiquement à ce que ça vienne du gouvernement, c'est des trucs qui vont être beaucoup plus longs à mettre en place. Et là, si on veut être actif très, très vite, si on considère par exemple ne serait-ce que la crise climatique ou si on veut aller chercher des gains de productivité relativement rapidement au sein d'une organisation, bien, il y a des mesures qui peuvent être mises aussi, tant financières que non financières. Donc, c'est une idée qui est très intéressante, c'est sûr. Cela étant, moi, je pense que tous les paliers doivent intervenir pour faciliter ça. Et quand Chloé mentionne justement l'idée d'avoir davantage d'infrastructures au niveau municipal, de sécuriser ça, d'augmenter notre niveau de confort aussi sur les voies cyclables, bien, c'est des éléments qui sont très importants. Donc, il y a une multitude de chantiers sur lesquels on peut travailler et sur lesquels il faut revendiquer aussi. Super. On a un peu conclu notre ronde de questions. Ceci dit, s'il y a des conseils que vous aimeriez donner aux gens qui écoutent ou qui écouteront plus tard, c'est un bon moment pour le faire. Ça peut être des conseils de tout genre, sécurité, équipement, dépassement de soi. Commencer par le spinning. Commencez par le Parfait. Non, mais je réitère l'importance que, comme a dit Myriam, là, au plus tôt les enfants pédalent et connaissent l'environnement urbain en vélo, le mieux c'est. Je pense que c'est comme comment dire, quelque chose de très commun de le dire, mais tu sais, la génération là, qui s'en vient, là, il faut vraiment qu'il y ait un changement de comportement sociétal en fait envers la voiture, mais à nous, parents aussi, là, de favoriser justement le déplacement à vélo pour les enfants, puis donc d'essayer tu sais, les vélos de seconde main se trouvent plutôt quand même facilement. Maintenant, auprès des écoles, c'est quand même largement aussi avec des supports à vélo, puis je sais que Vélo Québec aussi a plusieurs programmes justement pour apprendre le vélo avec les jeunes familles, peut-être les nouveaux arrivants également, faciliter vraiment l'utilisation du vélo près des enfants. Puis il n'y a jamais meilleur vendeur qu'un enfant vers ses parents. Donc si l'enfant est convaincu, souvent le parent va embarquer après par la suite. Donc je pense vraiment là il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. Puis plus il y a d'enfants sur les pistes cyclables, plus les automobilistes vont aussi être plus sécuritaires, vont faire plus attention. En tout cas, il va y avoir un effet de boule de neige important, je pense, et je pense en tout cas c'est le plus tôt le mieux en fait. J'abonde dans le sens de Chloé. En fait, puis je le fais pas consciemment, mais effectivement, chez moi, c'est l'exception, prendre l'auto ou prendre le taxi. Donc, je pense que les enfants ont bien intégré que de toute façon, c'est comme ça que ça se passait. On va marcher, on va prendre le vélo, on va prendre l'autobus ou le métro. Puis, en fait, c'est des moyens qui leur sont accessibles aussi. Tu sais, ils sont pas dans l'attente d'avoir un permis de conduire éventuellement parce que tous les moyens de transport qu'on utilise, à part la voiture, sont accessibles. Donc, ça va plus être une question de maturité. Puis, effectivement, ils n'auront pas à attendre l'âge vénérable de 16 ou 17 ans pour avoir leur permis de conduire. De toute façon, ce qu'ils n'auront probablement pas parce que je n'ai pas d'auto pour les faire pratiquer. Fait qu'il va falloir qu'il y ait vraiment une grosse envie de prendre leur cours Mais c'est ça, en fait, c'est que c'est dans leur habitude. Puis c'est accessible pour eux aussi. C'est un bon point aussi, cet élément-là. Moi, en termes de vélo, moi, j'ai grandi aussi sur la Rive-Nord, dans la banlieue, vraiment. Puis, je me rappelle quand j'étais jeune, on avait beaucoup cette idée où on me poussait, quand tu vas avoir 16 ans, tu vas avoir un permis de conduire et tu vas enfin gagner ta liberté. Rapidement, je me suis rendu compte que la liberté en voiture, c'est un immense paradoxe. Parce que plus de gens ont accès à cette liberté-là, moins on est libre parce qu'on est pris dans un embouteillage, parce qu'on a une qualité d'air qui est super mauvaise. Quand je me suis tourné vers le vélo, ça faisait d'abord appel à des valeurs beaucoup en environnement que j'avais. Et rapidement, je me suis rendu compte que ce qui me garderait en selle, c'est le plaisir que j'avais à rouler. Au final, essayer le vélo, on découvre rapidement que c'est plus agréable tout simplement de se déplacer de façon active. Bon conseil. Oui. Moi, j'ai peut-être une question plus par rapport à la sécurité à vélo, parce que c'est tous des bons points que vous avez abordés, mais je pense qu'il y a quand même un frein à l'utilisation du vélo, beaucoup
pour la perception de la sécurité à vélo. Donc, est-ce que vous avez des conseils ou des commentaires à ce sujet-là? Ou c'est comment, pour Chloé, par exemple, de faire du vélo avec les enfants? C'est quoi des conseils de sécurité peut-être? Bah, moi, je crois beaucoup aussi au fait que d'accompagner l'enfant pour qu'il connaisse lui-même l'environnement urbain, de connaître les règles du code de la route. C'est sûr que moi, c'est mon enfant de 5 ans, là, donc assez régulièrement, de redire les consignes, de faire attention au niveau de sa concentration, de privilégier bien sûr les pistes cyclables et non pas les rues résidentielles sans pistes cyclables pour éviter l'emportiérage, par exemple, et de pratiquer sur les pistes cyclables aussi. Là, ça lui permet vraiment de vraiment d'augmenter en habileté. Je sais ce que c'est en train de devenir là, des parcs vélos là, où les enfants peuvent apprendre à travers des parcours. Je pense que ça, c'est vraiment idéal. Mais c'est ça, c'est de répéter les consignes. Pour l'instant, c'est sûr qu'on est toujours avec lui. Il n'est pas encore tout seul à aller vers l'école. Mais c'est ça. Donc, c'est de toujours lui répéter les consignes, de toujours faire attention. Mais en fait, c'est ça. Plus il le connaît, et mieux il le fait, en fait. Mais moi, je dois avouer que le nouvel aménagement, je parle entre autres, je suis très, très près de la rue Bellechasse. Puis moi, c'était une inquiétude pour moi, là, étant pas aussi familière que Chloé et Louis en vélo. Tous les axes est-ouest étaient d'un grand stress. Puis ça a un peu changé ma vie, en fait, cet été, je dirais. Parce que sinon, on était les délinquants j'étais la délinquante qui faisait rouler les enfants sur le trottoir. Puis ça, honnêtement, là, il y a beau y avoir une tonne de critiques. Moi, je fais partie des gens qui sont vendus à cet aménagement-là. Je lui souhaite vraiment un grand futur. Puis, effectivement, ça a fait en sorte qu'on l'utilisait plus, la piste cyclable. Mais il y avait beaucoup d'éducation à faire au niveau du code de la route. J'avais comme pas pigé, en fait, que c'était pas inné, que c'était de l'acquis. Donc, bon, c'est ça, on est en mode éducation. Oui, puis justement pour l'éducation, là, Chloé l'a mentionné rapidement, mais là, il y a un aménagement tout récent pour faire de l'éducation cycliste auprès des jeunes sur le plateau. Au parc La Fontaine, il y a un parc d'éducation cycliste avec un réseau cyclable, en fait un réseau de rues miniatures si on veut aller pratiquer avec les enfants à vélo. C'est signalé avec des panneaux. À côté, il y a un espace avec des modules pour pratiquer les habiletés. Donc, il commence à avoir des aménagements, oui, pour qu'on soit plus sécuritaire, plus confortable, mais aussi des aménagements en matière d'éducation qui commencent à émerger, en plus des différents programmes dans les écoles. Donc, on chemine à cet égard-là. Puis, il y a un autre élément de sécurité qui est très important, puis qui explique un peu aussi le fait qu'on a de moins en moins de morts ou de blessés graves à vélo. On commence à avoir une masse critique importante de cyclistes dans nos rues. Chloé l'a mentionné un petit peu plus tôt là, dans nos discussions, mais il y a de plus en plus de monde à vélo, ce qui fait qu'on fait partie, les cyclistes, de plus en plus de la circulation. Donc, il est beaucoup plus facile de revendiquer sa place maintenant sur les rues, parce que justement, il y en a beaucoup des cyclistes. Ils ont droit à leur place et ils commencent à être de plus en plus reconnus. C'est beaucoup plus sécuritaire que ce l'était grâce à ça, notamment. Je plus sois les parcours éducatifs pour les enfants et à ce sujet-là, on est en train d'en mettre un en place nous aussi dans Rosemont la Petite Patrie. Ça va commencer cette semaine en fait, avec toutes les informations sur notre page Facebook, mais on trouvait ça aussi important de transmettre aux enfants toutes ces informations de sécurité, de partage de la route avec tous les usagers qui existent, etc. Alors, on a aussi un parcours cycliste justement pour les enfants qui va être mis en place sur 2 fins de semaine. Profitez-en si vous nous écoutez pour passer nous voir. Ce sera un plaisir de pouvoir continuer aussi la discussion à ce moment-là, si on se rencontre. Est-ce que, Catherine, tu avais d'autres questions? Non, moi, j'avais fait le tour de mes questions. Est-ce que, Margot, je peux rajouter un truc sur les... Il y a la chasse au trésor des Mamiselles qui profite justement aussi du réseau cyclable de la Petite Patrie. Je l'ai fait ce week-end avec mes enfants. C'est génial. C'est une chasse au trésor qui permet de découvrir à travers les pistes cyclables les différents éléments intéressants des parcs dans la Petite Patrie. Puis ça monte un peu dans Villeray, ça finit à l'île au Volcan. Et c'est top. Vraiment,
une autre façon aussi de découvrir un peu son quartier à travers ça. Puis les enfants capotent ce genre de... L'arrondissement, justement, cherche des gens pour témoigner sur ce rallye. Fait que... Ah bah, je peux tout à fait témoigner du rallye. Coordonnées. C'est bon. Myriam, est-ce que tu avais un petit mot de la fin? Pas de Comme ça. Ben, en fait, je pense que, parce que si on veut revenir au thème là, de ne pas avoir de voiture, avoir une famille, pas d'auto, c'est tout à fait faisable. En fait, moi, je l'ai juste fait, je n'ai pas réfléchi, puis j'ai beaucoup d'amis, en fait, qui sont beaucoup plus militants que moi, qui le font encore de façon beaucoup plus extrême, c'est-à-dire, effectivement, soit avec les vélos cargo ou avec... puis qui font tout leur déplacement en vélo. J'avais même une connaissance qui partait son chalet en Laurentide avec sa remorque à vélo, avec son enfant. Je la trouvais très, très courageuse. Mais moi, je trouve que ça se fait super bien. J'ai acheté un support à vélo que je mets sur mes autopartages. Je ne sais pas, je suis supposée, mais bref, le but, c'est d'arriver dans mon camping puis de ne plus déplacer l'auto du stationnement. Fait que, puis c'est pas... je ne sais pas, je l'ai intégré, c'est même un défi. Des fois, je me dis, qu'est-ce que je vais prendre comme mode de transport pour me rendre à tel endroit? Je sais pas, je trouve que ça fait partie du plaisir de vivre en ville, en fait. Là. Je pense que ce serait désagréable de vivre en ville avec une voiture. C'est surtout ça. Bah, merci en tout cas de votre sincérité à tous les trois. Chloé, il y a une dernière question, je pense qu'elle s'adresse à toi. Savez-vous si Locomotion va s'agrandir à d'autres secteurs en dehors de Rosemont la Petite Patrie? Alors, on est dans tout le quartier de la Petite Patrie maintenant depuis 2 semaines, donc ouvert à tout résident de la Petite Patrie, pas de Rosemont, c'est du quartier de la Petite Patrie. Rosemont, ça s'en vient. On est aussi présent dans un de ces quartiers-villes. Oui, 3e voisinage en 2021, si tout se passe bien. Ça dépend quand même de l'intérêt aussi là, que les gens pourraient avoir pour Locomotion. Mais oui, il y a vraiment l'idée là d'offrir le plus possible. Là, on était plutôt en mode expérimentation dans le quartier. Donc là, on commence à avoir déjà des apprentissages et on va pouvoir l'ouvrir à plus de monde. Super, en tout cas, merci encore d'avoir été présent aujourd'hui. Je vais juste repartager mon écran une petite minute pour clôturer ce bel atelier discussion. Donc, nos invités se sont racontés. J'ai posé toutes les questions du public, mais je répète que si vous regardez cette vidéo en différé, vous pouvez continuer de les poser. On ne va pas rompre le lien avec ces invités, donc n'hésitez pas, on les rejoindra si les questions s'adressent à eux. Enfin, si vous souhaitez revoir cette vidéo et puis aussi voir des conseils, si vous êtes prêt à adopter le vélo boulot ou si, en tout cas, vous voulez plus d'informations, on a un beau défi dans notre campagne Tepa Game qui est le défi « J'adopte le vélo au quotidien ». Et on a publié aujourd'hui le niveau 2 pour ceux qui sont prêts à passer le cap. Et vous retrouverez cette vidéo sur en fait, la page de ce défi. Ça parle des incitatifs qu'il est possible de mettre en place au sein d'une entreprise. Ça parle du vélo boulot en général. Ça résume un petit peu tout ce que les invités ont dit. Et puis, il y aura toujours cette vidéo-là que vous pourrez visionner. Je vais laisser cette magnifique slide qui n'est pas la plus élégante, mais qui est l'ensemble de nos références et de nos sources aujourd'hui, si jamais vous vous demandez où est-ce qu'on a trouvé les informations. C'est une information qu'on peut aussi éventuellement remettre à votre disposition dans l'événement si vous souhaitez faire un peu de lecture. On voudrait remercier encore une fois nos 3 invités. On était vraiment contents de pouvoir vous rejoindre et vous parler. On trouve ça chouette de pouvoir ouvrir des discussions même si on ne se connaît pas forcément. Et puis, merci aussi à ceux qui nous regardent, à ceux qui ont posé des questions, à ceux qui en poseront. Encore une fois, on n'est pas obligé de tout faire à pied, tout faire à vélo, mais l'important, c'est peut-être de repenser un petit peu à nos habitudes, comme ça a été dit avant. Et c'est ça. Et pour ça, c'est bien d'avoir des outils et peut-être d'oser poser des questions. Et que c'est pour ça qu'on fait ces petits ateliers de discussion. Je pense que j'ai tout dit. Et que je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci. Merci. C'était très chouette. Prenez soin de vous.
Au revoir. On va essayer. Bye.